Le 10 novembre, il y avait la CFDT, j'ai dit putain, quelle connerie on fait le 10 novembre. Mais non, je suis rassuré, c'est la CFTC. Ceux qui brûlent des cierges tous les matins pour essayer d'être représentatifs, vous savez. Bon, mes chers camarades, le combat que vous venez, qui vient d'être confirmé à l'instant contre la loi santé, il ressemble étrangement et il s'apparente et il va de pair avec le combat que mène la Confédération et vous avec sur la loi travail. Vous l'avez dit, je reviens de Bruxelles, j'étais en réunion à la Confédération européenne des syndicats, où les choses changent sur le plan syndical, et c'est plutôt bien. Maintenant, on est dans la majorité de la Confédération européenne des syndicats, c'est plutôt bien. Ça veut dire que la Confédération européenne, et quand je dis la Confédération européenne, je parle des organisations nationales membres de la Confédération européenne, sont vent debout contre le pacte budgétaire européen, demandent une révision des traités, demandent qu'il y ait un vrai pilier social dans la construction européenne, demandent des règles démocratiques plus importantes. Donc ce que nous expliquons les uns et les autres, en tous les cas nous, depuis maintenant pas mal d'années. On constate également, et ça vous concerne directement, qu'une étude faite au niveau européen montre que dans tous les pays européens, plus ou moins, il y a une restriction importante des dépenses publiques et des dépenses sociales. Et qu'il y a un accès aux soins de plus en plus difficile dans certains pays, je pense à la Grèce, mais pas uniquement, je pense aussi aux ex-pays de l'Est, et qu'il y a dans beaucoup de pays une ouverture à la libéralisation et à la privatisation, y compris du système hospitalier. Donc ce que nous vivons à la fois sur la loi travail, ce que vous vivez dans les hôpitaux, ça ressemble étrangement à ce qui se passe au niveau européen dans la plupart des pays européens. Et il faut bien comprendre que la logique des gouvernements, et je dis bien des gouvernements, ça n'est pas exclusivement la Commission européenne, même si elle est plutôt libérale, elle ne fait en même temps qu'appliquer que ce que décident les gouvernements au niveau européen. Cette logique qu'on peut qualifier de néolibérale, de capitalisme libéral, peu importe, est basée sur un point et un seul. Il faut à tout prix atteindre les 3% de déficit budgétaire. Voire moins, ce serait encore mieux. Je rappelle toujours, parce qu'au passage, il ne faut pas l'oublier, que quand ce critère a été mis en place en 92-93, avec au moment du traité de Maastricht, il y avait deux critères. Il y avait le critère de 3% de déficit budgétaire, et il y avait un deuxième critère, il ne fallait pas que les dettes publiques dépassent 60% des richesses produites. Or, vous remarquerez que ce critère-là, plus personne n'en parle. Pour une simple et bonne raison, c'est que dans tous les pays, les dettes publiques ont explosé. On est à 100% dans nos pays, d'autres pays sont à 140, 150, pays européens, je parle. 160%, tout simplement. Parce qu'avec le déclenchement de la crise financière dans les années, fin des années 2000, 2008, et qu'il a fallu renflouer ici ou là les banques, aux États-Unis, mais c'est vrai chez nous et c'est vrai dans les autres pays européens, et bien ce sont les budgets publics qui ont renfloué les banques. Résultat des courses, on a aussi éclaté la dette publique chez nous, c'est bien pour ça que les gouvernements, quels qu'ils soient, ne nous en parlent plus. Donc ça veut dire que le but aujourd'hui, à la fois au niveau européen, comme au niveau de chacun des pays, c'est coûte que coûte arriver à 3% de déficit budgétaire. Moi je dis souvent, il y a deux manières d'y arriver. Il y a une première manière qui est de dire on va faire plus d'activité économique, on va faire plus de croissance. Pour ça, par exemple, on va soutenir les investissements publics dans tous les pays, voire au niveau européen. On pourrait très bien imaginer que l'Europe emprunte massivement et fasse des investissements publics de routes, d'infrastructures ou dans l'environnement. On pourrait également soutenir intelligemment l'investissement privé. Quand je dis soutenir intelligemment, pas comme on le fait en France, en donnant des aides très larges avec le pacte de responsabilité à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Je rappelle quand même qu'en 3 ans, si on additionne les 3 années entre le crédit d'impôt, compétitivité, emploi et le pacte de responsabilité, c'est 103 milliards d'euros, vous m'entendez bien, 103 milliards d'euros qui ont été redistribués aux entreprises. Hein, mais si on ciblait les aides privées, si on disait on aide une entreprise, ok, si vous faites telle ou telle chose, tel investissement ou telle embauche, et on vérifie que l'entreprise respecte bien son contrat en quelque sorte, et si elle ne le respecte pas, elle doit rembourser. On pourrait aussi soutenir la consommation, avec une augmentation et un vrai coup de pouce au SMIC, avec une augmentation qui ne soit pas celle qui a été accordée aux fonctionnaires de 1,2% en 2 fois, ce qui permettrait de soutenir la consommation, donc l'activité. Tout ça, ça contribuerait
à avoir plus de richesses produites. Et si on avait plus de richesses produites, mécaniquement, le déficit budgétaire diminuerait. Or, ce n'est pas le choix qui est fait. Et pourquoi ce choix-là n'est pas fait? Tout simplement parce que les gouvernements, le nôtre comme les autres, ils ont la trouille. Ils se disent, mais si on augmente le SMIC, si on emprunte encore, que vont dire les marchés financiers? Les marchés financiers vont nous sanctionner, ils vont augmenter les taux d'intérêt, donc ils sont anesthésiés et ils ne bougent pas. Et ils pratiquent ici ou là, plus ou moins volontairement, dans tous les cas ils le font tous, ce qu'on appelle tous les jours une politique de rigueur ou une politique d'austérité. Et quand il faut financer ces 103 milliards d'euros en 3 ans, comment ils ont fait? Quand on prend le cas de la France, ça s'est accompagné de 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociales. Et ça, c'est toute la fonction publique, toutes les fonctions publiques, fonction publique hospitalière bien entendu, mais aussi la fonction publique d'État et la territoriale, qui sont impactées dans vos salaires, dans vos emplois, dans les conditions de travail, etc., etc. Et on voit très bien que ce faisant, quand on remet en cause le service public, non seulement on dégrade la situation de ceux qui travaillent, mais en même temps, on pénalise ou les assurés sociaux ou les citoyens. Ce qui veut donc bien dire qu'à chaque fois qu'on affaiblit le service public, c'est la République qu'on met en cause. Je rappelle que la valeur, ou les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, ça suppose, si on prend la valeur d'égalité, qu'il y ait un minimum d'égalité de droit entre l'ensemble des citoyens. Ou qu'il y ait un minimum d'égalité de droit entre l'ensemble des travailleurs, si l'on parle des travailleurs. Pour avoir un minimum d'égalité de droit, il faut par exemple assurer une présence du service public sur l'ensemble du territoire. Or, on sait très bien, et on le voit et vous le voyez, que les évolutions en cours consistent ici ou là, fermer des lits, fermer un hôpital, fermer une perception, fermer une école, ça veut dire une désertification, qu'on le veuille ou non, du service public. Et après, il ne faut pas s'étonner que quand les citoyens se sentent abandonnés, ils s'expriment parfois politiquement dans des votes qu'on pourrait qualifier de rejet de l'autre. Ce qui est vrai chez nous comme ailleurs. L'un des débats, l'un des conflits, je dirais, que nous avons avec le gouvernement, celui-ci comme celui d'avant, ça n'a pas tellement changé sur le plan économique et social, c'est justement celui-là. Quand les uns et les autres, on peut faire le constat d'une montée des mouvements de rejet de l'autre, qui existent chez nous. J'étais à Bruxelles, qui existe dans quasiment tous les pays européens. Quand vous discutez avec les camarades belges, les camarades nordiques, les camarades allemands, les camarades autrichiens, les camarades des ex-pays de l'Est, partout ces mouvements-là gravent. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison. Je ne dis pas que c'est la seule, mais une simple et bonne raison. C'est la situation de crise économique, c'est la situation de chômage, de montée des inégalités, de montée de la précarité. C'est pas la peine, comme je le dis souvent, d'être agrégé d'histoire pour comprendre ça. Il suffit de connaître un peu son histoire et d'en voir les conséquences. Et c'est pas une question d'identité, comme le disent certains. Entre nous, les problèmes sociaux, c'est bien plus important que le Birkini, pour arrêter l'économie, d'une certaine manière. Donc si l'on veut effectivement que ces idées-là régressent au lieu de progresser, c'est contre l'austérité, contre les politiques d'austérité qui sont menées chez nous comme elles sont menées dans les autres pays. C'est d'ailleurs ce qui explique, et tant mieux, les syndicats au niveau européen depuis maintenant plusieurs mois. Mais ça signifie qu'il faut avoir le courage, à partir de là, de poser les problèmes, y compris au niveau européen. Ça aurait été bien, par exemple, que celui qui est aujourd'hui le président de la République dans notre pays, il ait fait ce qu'il avait dit pendant sa campagne électorale, qu'il se soit effectivement battu contre le pacte budgétaire européen. Or, l'une des premières choses qu'il a fait quand il a été élu, c'est d'avaler ce pacte entre nous, comme je dis souvent, s'il s'est battu, c'était discret, on ne l'a pas vu. Dans tous les cas, le pacte est passé, et depuis, on est dans la seringue ou dans l'entonnoir des politiques d'austérité. Et je dis souvent, on est à dessein. Quels sont les deux pays qui échappent à ça aujourd'hui? Qui échappent à la montée de ces mouvements? L'Espagne et le Portugal. Non pas que ça va bien en Espagne et au Portugal, la situation est même bien plus grave en Espagne et au Portugal que ce n'est dans le pays. Tout simplement parce qu'il y a 40 ans, ces pays, c'était encore une dictature. Franco, c'est pas si juste. Salazar, c'est pas si juste. Ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, dans la tête des Espagnols et des Portugais, ça reste imprimé. Je vous donner une anecdote. Quand j'étais jeune, bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais... Merci. Merci, Stéphane. 82-83, la Confédération m'a envoyé dans un congrès de jeunes syndicalistes.
C'était à Séville. Et on était réunis 4000 à 4500 jeunes pendant 5-6 jours. On a bossé, comme nous aussi, on a fait la fête, c'est normal. Le dernier jour, nous avons manifesté dans les rues de Séville. Donc 7-8 ans après la mort de Franco. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Quand on passe, et le manif calme, il n'y avait pas de casseur, quand la manif passait dans les rues de Séville, beaucoup de gens fermaient encore leur volet. Ça veut dire que 7-8 ans après la mort de Franco, ils avaient encore peur quand ils voyaient une manifestation. Voilà, ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais oublier. Et si l'on veut effectivement lutter contre ces idées, lutter contre ce que j'appelle les mouvements de rejet de l'autre, chez nous comme ailleurs, c'est bien contre l'austérité économique et sociale qu'il faut se battre. Et je le dis et je le redis à chacun de mes discours en ce moment. Si je dis ça, c'est aussi parce que, non pas nous, mais on voit bien qu'il y a, ça y est, c'est parti, il y a une campagne présidentielle dans notre pays, les élections auront lieu au mois de mai, on ne parle plus, enfin pas nous, mais les journaux ne parlent plus que de ça, et je le dis clairement, la Confédération ne donnera aucune consigne de vote. Mais aussi au premier comme au deuxième tour de l'élection présidentielle. Posez-vous une seule question. Si quelqu'un en poste ou qui veut le redevenir, peu importe, ou qui voudrait l'être, s'ils sont persuadés que pour être élu, il faut que deuxième tour, ils aient la fille de l'autre, moi, ça me pose un problème de démocratie. Ça veut dire qu'ils ne se battent pas contre l'austérité, qu'ils ne se battent pas contre la rigueur. Alors, on dira ce qu'on a à dire en termes de position, de revendication, ça, on redira tout ce qu'on a à dire, mais on restera fidèle à ce que nous sommes. Vous savez, l'indépendance, vous en faites preuve quand vous prenez cette journée et que vous prenez des décisions. Mais l'indépendance, c'est tous les jours que ça doit se faire. La liberté de comportement, c'est tous les jours. Ah, quand tu vas bien, c'est pas compliqué d'être libre et indépendant. Mais quand c'est plus dur, quand la situation est plus dure, c'est là encore plus qu'il faut être libre et indépendant. Vous savez, moi je me souviens de 2002, du 21 avril 2002, le premier tour des élections présidentielles. Et là, comme nous l'avons toujours fait, rappelez-vous, pour ceux qui suivaient déjà à l'époque, nous n'avions pas donné de consigne de vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Nous avons dit ce que nous avions à dire, bien entendu. On était contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, etc. Ça, il n'y a aucun problème, c'est partie de nos valeurs, c'est partie des valeurs de notre syndicalisme. Moi, je peux vous dire une chose. À l'époque, je n'étais pas secrétaire général, c'était Marc Blondel qui était. C'est la seule fois où j'ai vu Blondel pleurer. Et pourquoi j'ai vu Blondel pleurer? Parce que le journal Le Monde avait montré Marc Blondel avec un dessin de Plantu avec une croix gammée. Parce que nous ne donnions pas de consigne de vote. Bien mes camarades, on s'en fout. Si on se retrouve dans cette situation, nous garderons le même comportement, nous resterons libres et indépendants. Le combat de l'Union ressemble à la loi travail, celui qu'on mène globalement sur la loi travail. Pourquoi? D'abord parce que, au moins pour la part, directement pour la partie privée, la santé privée, etc., elles sont impactées comme les autres salariés du privé par la loi travail. Par exemple, demain, sur le paiement des heures supplémentaires, n'importe quelle clinique demain, comme n'importe quelle entreprise privée, pourra, pour être soi-disant plus compétitive, exiger que, par la négociation ou imposer, que les premières heures supplémentaires ne soient plus payées que 25% en majoré, mais à 10%. Ça fait partie de la loi travail. De remettre en cause progressivement les conventions collectives nationales dans le privé pour négocier au niveau de chaque établissement. Et vous pensez bien, et ça commence à tourner dans les réunions de la fonction publique, que si un jour les conventions collectives nationales sont remises en cause, ça veut dire la métallurgie, la chimie, la banque, la sécu, etc. Si un jour ces conventions collectives nationales sont remises en cause, ça fera comme les retraites, non? Les statuts nationaux, ils voleront également en éclat. Ça veut dire que vous seriez amené à négocier hôpital par hôpital la situation des salariés. Donc ce combat contre la loi travail, c'est aussi celui des fonctionnaires. C'est le combat lié entre les salariés du privé et les salariés du public. C'est la remise en cause des conventions collectives nationales et des statuts nationaux. Or, si l'on veut que la France reste le premier pays au monde, je dis bien au monde, en termes de couverture conventionnelle ou statutaire des salariés, il faut savoir qu'en France, 93 à 94% des salariés sont couverts par une convention collective ou un statut. Parce qu'il existe des conventions collectives nationales, parce qu'il existe
des statuts nationaux. Dans une petite entreprise de 5 ou 6 salariés, bien entendu, il n'y a pas de syndicat. Donc il n'y a pas d'accord d'entreprise. Mais les salariés bénéficient de la convention collective nationale. Comme un fonctionnaire, on va bénéficier du statut national. Donc si l'on veut conserver ça, qui est un critère républicain, nonobstant le taux de syndicalisation, vous savez, il y a beaucoup de pays où il y a plus de syndiqués, mais où les salariés sont moins couverts par les conventions collectives nationales. En Allemagne, c'est 50 à 60% des travailleurs couverts par les conventions collectives nationales. Aux États-Unis, c'est à peu près 35% des salariés couverts par une convention collective nationale. Ça n'existe pas aux États-Unis. C'est uniquement des accords d'entreprise. Donc ce combat contre la loi travail que nous menons, ce n'est pas simplement un combat des salariés du privé, c'est aussi un combat des fonctionnaires. Et c'est là que ça rejoint aussi ce que vous faites, etc. Parce que les restructurations en cours, les fameux GHT contre lesquels vous vous battez, qui conduiront à terme à une restructuration importante du secteur hospitalier avec des milliers de disparitions de postes et des milliers de disparitions de lits. C'est à la fois une atteinte à la République, parce que ça veut dire que les assurés auront, et les malades auront moins facilement accès aux soins, c'est évident, mais c'est aussi vis-à-vis des personnels une remise en cause profonde de leurs conditions de travail. Moi, je sais que les camarades de la Sécu appellent aussi avec vous le 8 novembre, les camarades de l'action sociale, avec la Sécu notamment, la Sécu et l'hôpital, vous êtes quand même étroitement liés. Si n'est pas la Sécu, ce serait bien plus compliqué pour l'hôpital, et réciproquement. Hein, c'est la prise en charge des soins. Assurer à chaque Français, chaque citoyen, chaque personne sur le territoire, qu'il puisse avoir accès aux soins et à l'hôpital public quand il en a besoin, il faut aussi qu'il y ait une sécurité sociale. Et quand vous dites à juste titre que les GHT ou les GCS, les groupements de coopération sanitaire, qui font au passage une ouverture au secteur privé lucratif. Quand je vous disais tout à l'heure qu'en Europe, on amorce la libéralisation et la privatisation du service de santé. Il y a bien un lien aussi avec la Sécu telle qu'elle est aujourd'hui et qui fonctionne encore aujourd'hui sur la base des ordonnances de 1945. À savoir qu'on a encore, malgré tous les coups de butoir qu'il y a eu, encore l'un des meilleurs systèmes aujourd'hui au monde en termes de protection sociale collective. Il faut mieux avoir une sécurité sociale à la française qu'une sécurité sociale à l'allemande où ça se privatise de plus en plus, et je ne vous parle pas de la sécurité sociale à l'américaine où c'est fonction de la carte bleue et du contrat d'assurance que vous avez, ou encore de la sécurité sociale à l'anglaise qui était un très bon système il y a 30 ou 40 ans et qui aujourd'hui a pris l'eau, notamment depuis Mme Thatcher. Il y a des accords, il faut le savoir, entre le système de santé anglais et la sécurité sociale française, notamment sur Calais, dont on parle beaucoup en ce moment, pour que des citoyens anglais puissent venir se faire opérer en France et pris en charge par la sécurité sociale. Parce que les délais d'attente pour se faire opérer sont tels au Royaume-Uni qu'ils préfèrent passer des contrats avec la sécurité sociale en France pour que les Anglais puissent se faire soigner, rembourser et hospitaliser quand c'est nécessaire. Donc ce combat, c'est nous, c'est le vôtre et c'est le nôtre. Vous avez aussi, je sais, décidé, et on a fait une même commune avec Denis, de boycotter les conférences territoriales. Il faut marquer le coup, évidemment. Participer comme ça, de facto, à ces conférences, c'est un chien d'accompagnement. Nous ne sommes pas des chiens de garde, mais nous ne sommes pas non plus des chiens d'accompagnement. Ça veut dire qu'on ne peut pas comme ça, sans rien dire, voilà, on est là, et puis allez, on va accepter de discuter avec vous des restructurations, etc. Il faut marquer le coup, ça n'empêche pas d'avoir des informations et de continuer à faire le boulot. Mais tout ça, c'est un ensemble. Donc moi, je ne peux que vous encourager à poursuivre sur toutes ces questions-là. Hein, le boycott me paraît, en tous les cas, une bonne initiative. Vous appelez à la grève, et à manif, je suppose, le 8 novembre. Alors, si je suis là, je serai avec vous. Bien entendu, j'ai encore le temps de regarder l'agenda. Les camarades de la Sécu seront présents, les camarades de l'Action sociale aussi. Si je suis pas là, bien évidemment, en plus avec la fédération. T'écoutes, Virgile. Allez, d'accord, à la limite. Ce sera la manif le 8 novembre. Voilà, donc elle a déjà regardé son agenda. Et si je suis là, bien entendu, que je serai avec vous. Mais ayez bien conscience d'une chose. Quand vous vous battez contre les UHT, quand vous vous battez contre les groupes, les GCS, quand vous vous battez pour vos postes, quand vous vous battez pour vos conditions de travail, avec tous les problèmes, les suicides, etc., la dégradation
des conditions de travail. Vous vous battez non seulement pour les hospitaliers, vous vous battez aussi pour tous les assurés sociaux et vous vous battez pour la République. Je vous remercie.